Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie. Bonjour, l'ours, symbole de puissance, a toujours eu une place particulière chez l'homme, divinisé, porté en symbole dans les blasons, fortement chassé, mais aussi ours en peluche adoré de nos enfants. On comprend bien l'ambivalence qui règne autour de cet animal. Une espèce aujourd'hui protégée en voie d'extinction dans plusieurs pays d'Europe, dont la France, qui est passée de 150 ours au début du XXe siècle à seulement 5 individus en 1995. Depuis cette date, une grande opération de réintroduction a été mise en œuvre et on compte, en 2012, une vingtaine d'individus dans les Pyrénées. Cette réintroduction s'accompagne d'un suivi scientifique important pour mieux connaître leur répartition géographique sur les territoires pyrénéens et observer le comportement de ces animaux réintroduits dans un nouvel espace. Pour cette nouvelle émission Éclairage, en coproduction avec l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, l'ONCFS, j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Yves Quenette. Monsieur, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous, au studio de Canal Académie. Vous êtes chef de projet responsable de l'équipe ours à l'ONCFS. Et donc, nous allons pouvoir nous pencher plus en détail sur ces ours. Je crois aujourd'hui qu'on peut dire qu'il y en a 22 à peu près. C'est ça. Exactement. Au minimum, on en a détecté 22 en 2011, oui. On va revenir justement sur ces ours et la manière dont ils cohabitent ensemble sur cet espace pyrénéen. Aujourd'hui, tous ces ours ont été réintroduits dans les Pyrénées. Ils nous viennent de Slovénie. Mais pourquoi Pierre-Yves Quenette, pendant autant d'années et jusqu'en 1947, avoir versé des primes de destruction de l'ours ? Notre comportement semble avoir changé vis-à-vis de cet animal. Comment on explique ce changement ? Oui, c'est vrai que quand on regarde un peu l'histoire des relations entre l'homme et l'ours, jusqu'à une période assez récente, jusque même dans les années 60, l'ours était pourchassé. Je crois même que la dernière battue administrative était en 1960. Bon, il y a eu des changements de société depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, avec une sensibilité par rapport à la protection des espèces, par rapport à la protection des environnements. Et donc, je crois que c'est dans ce cadre général que l'ours, on a pris en compte de l'intérêt de la présence d'une espèce emblématique comme celle-là. Vous nous le disiez à l'instant, 22 individus. J'ai noté qu'ils avaient tous un prénom. Alors, est-ce que c'est justement aussi un signe particulier qui fait que maintenant on a un attachement pour cet animal, ou tout simplement parce qu'ils sont en faible nombre, alors on peut se permettre de leur donner un prénom ? Je pense qu'il y a peut-être un peu des deux quand même. Pour l'instant, le fait qu'ils soient en nombre réduit, effectivement, ça facilite la possibilité de donner des noms. Mais je crois qu'il y a aussi une part d'attribution localement, parce que ce sont une association qui régulièrement, lorsqu'il y a des naissances d'ours, organise avec les écoles, à la fois côté français et espagnol, des concours pour donner des noms aux nouveaux ours qui apparaissent dans la population. Donc il y a une espèce de patrimonialisation, si je puis dire, de l'ours à travers le fait de leur donner des noms, Et aussi donc de leur attribuer un véritable espace, c'est-à-dire qu'ils ont toute leur place sur le territoire. Tout à fait, oui, c'est une façon de se les accaparer et puis de leur donner vie d'une certaine façon, si je puis dire, oui. Donc je disais, ce sont des ours slovènes qui ont été réintroduits donc sur le territoire français, dans les Pyrénées. Le chemin est long pour venir depuis la Slovénie jusque dans les Pyrénées. Oui, ceci dit, avant, pour la détermination du pays source, on avait quand même envisagé plusieurs pays. Et puis il y avait au départ l'Espagne avec les montagnes cantabriques. Il y avait la Suède, il y avait la Bulgarie, la Slovénie, Croatie qui sont très proches. Et là, il y avait à la fois des paramètres de logistique, la proximité par rapport aux Pyrénées. Il y avait des aspects génétiques, il y avait des aspects écologiques pour choisir la population source. Et la Slovénie était le meilleur compromis par rapport à tous ces paramètres. Donc la Slovénie, c'est à peu près 1600 km, Donc au moment où on capture un ours, et au moment où on le relâche dans les Pyrénées, il s'écoule à peu près 24 heures. Puisqu'on avait décidé de les ramener également par la route, qui était finalement le meilleur moyen pour assurer la surveillance des ours pendant tout le trajet. Donc ce sont des ours qui ont été réintroduits depuis 1996, petit à petit, tout ne s'est pas fait en une seule fois. Comment ces animaux se sont-ils appropriés le territoire ? J'imagine que c'est un de vos axes de recherche. Tout à fait. Alors là, c'était une grande énigme au départ, parce que les premiers lâchers se sont faits en 96, et donc au départ, c'était une phase expérimentale, puisqu'on avait décidé de relâcher que 3 individus,
et d'analyser ensuite le comportement de ces ours pour voir s'ils allaient parfaitement s'adapter à leur nouvel habitat. Parce que là, on n'avait pas trop de recul. Et en fait, on s'est rendu compte que assez rapidement, les ours explorent énormément l'habitat. Ils ont des déplacements juste après le lâcher, un peu désordonnés, si je puis dire, parce que ils vont dans différentes directions, vers le nord, vers le sud, vers l'est. C'est assez désorganisé. Et puis progressivement, au bout de quelques semaines, 2 mois, ça dépend des individus, on voit que les comportements commencent à se structurer et ils établissent leur nouvel domaine au sein des Pyrénées, quoi. Et on voit que là, ils commencent à se stabiliser sur le plan spatial. Un ours a besoin de beaucoup d'espace. Est-ce que vous avez observé justement que ces ours réintroduits avaient besoin d'un peu plus d'espace que l'ours slovène, on va dire? Disons qu'au départ, oui, c'est clair, quand on les relâche, ils se déplacent énormément, parce que c'est des situations un peu atypiques pour un ours, comme ils sont dans un milieu qu'ils connaissent pas, donc ils sont capables de faire des déplacements. Depuis les sites de lâcher, on a vu jusqu'à plus de 60-70 km du site de lâcher. Et donc, ils ont des domaines après, progressivement, qui diminuent, mais un mâle, une fois installé, a un domaine de l'ordre de 1000 km² au cours d'une année, alors qu'une femelle, c'est de l'ordre de 100 à 150 km². Donc nettement plus petit. Donc pour suivre cette population, j'imagine qu'il vous faut du matériel, mais aussi un réseau de correspondants. Comment vous allez faire, comment vous faites pour justement étudier cette population d'ours qui donc grandit, puisque de 2011 à 2012, vous avez compté 4 ours supplémentaires? C'est ça. Alors c'est vrai que pour suivre une espèce comme l'ours brun et comme d'autres espèces de grands carnivores, ce sont des espèces qui vivent sur des très grands domaines, qui sont à faible densité, qui sont nocturnes, donc qui sont difficiles à repérer. Donc il faut mettre en place toute une batterie de méthodes pour essayer de les suivre et de les repérer. Donc nous on utilise 2 grandes techniques. Il y a les techniques qu'on appelle directes, qui consistent à capturer des individus et à les équiper de colliers émetteurs. Donc ça permet de faire un suivi très pointu, d'avoir énormément d'informations, puisqu'on peut avoir plusieurs localisations par jour, surtout maintenant avec les nouveaux systèmes de GPS reliés au réseau de téléphonie mobile. On peut recevoir directement les localisations tous les jours sur l'ordinateur au bureau. Donc ça apporte énormément d'informations. Mais aujourd'hui, ces émetteurs sont encore utilisés? Voilà. Non, parce qu'ils ont une durée de vie limitée dans le temps, donc après ces méthodes-là, quand les émetteurs tombent en panne, on ne les utilise plus, quoi. Donc on a recours après à des méthodes dites indirectes, où là, ça consiste essentiellement à essayer de repérer la présence donc des ours à partir des indices, toutes sortes d'indices que l'on peut récolter sur le terrain. Et donc, des indices sur 20 000 km², il faut être très fin observateur. Et bien là, on est nombreux quand même pour pouvoir faire ça, parce qu'on a justement un réseau d'observateurs que l'on forme spécifiquement pour reconnaître des indices d'ours, pour les récolter. Et nous centralisons toutes ces informations et nous les validons. Un système également de piégeage photographique? Alors ça, oui, on l'a mis en place récemment, en 2011, avec un réseau d'appareils photo automatiques, à peu près une trentaine d'appareils photo. Là, l'objectif essentiel, c'était surtout de repérer la reproduction, donc c'est-à-dire les femelles accompagnées d'oursons, parce qu'ils sont plus difficiles à repérer par les empreintes ou pour récolter les poils. Donc c'est une méthode qu'on teste actuellement pour essayer de repérer la reproduction. Alors justement, parlons de cette reproduction. Est-ce que ces animaux réintroduits vont très vite s'adapter et se reproduire facilement, ou au contraire, comme dans des espaces un peu clos, on observe un ralentissement de la reproduction? En fait, l'ours brun, c'est une espèce quand même qui a en moyenne un taux d'accroissement par an qui est relativement faible par rapport à d'autres espèces de grands carnivores comme le loup par exemple. C'est de l'ordre de 10 à 12% en moyenne d'accroissement par an dans les meilleurs cas, puisqu'il faut savoir qu'une femelle, elle se reproduit tous les 2-3 ans, elle a en moyenne 2 oursons par an. Donc ça fait que les ours, c'est pas comme des lapins, ça se reproduit lentement et la dynamique de population est relativement lente. Et avec une mortalité importante pour les oursons ? En plus, pour les oursons, c'est vrai, on constate qu'il y a une mortalité la première année, oui, qui est assez élevée, de l'ordre de 30 à 40%. Mais alors, sur ces individus réintroduits, vous m'expliquez en préparant l'émission que vous étiez confronté à une perte de la diversité génétique. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer ? En fait, ce qui se passe, donc on part d'un nombre limité d'individus, puisqu'on a réintroduit que 8 ours de Slovénie, donc on a au départ un nombre, donc peu de diversité génétique, et en plus, dans notre population, on a essentiellement un mâle qui participe à l'essentiel de la reproduction.
Et les autres mâles, pour l'instant, ne participent pas à la reproduction. Ce mâle est dominant et il a un domaine très étendu et il couvre le domaine de l'ensemble des femelles. Et pour l'instant, il n'y a que ce mâle qui participe à la reproduction. Donc ça, à terme, ça peut poser des problèmes de consanguinité, puisqu'on a déjà observé des reproductions consanguines entre ce mâle et sa fille, et une de ses filles par exemple. Donc ça, à terme, ça peut être un problème. Ouais. Il faudrait donc introduire de nouveaux individus, de préférence mâles potentiellement dominants. Ça peut être un des moyens, et effectivement. Et surtout, il faut que les autres mâles, maintenant qu'ils deviennent adultes, là, puissent avoir accès également aux femelles. Alors justement, ce nombre d'individus aujourd'hui donc, est porté à 22. Pour qu'on sorte du stade de l'espèce en voie d'extinction, il faudrait obtenir combien, c'est toujours le chiffre que les journalistes vous posent, combien d'individus pour qu'on sorte de cette catégorie critique, en stade critique? Bon, c'est une question un peu difficile à répondre, mais on construit des modèles pour essayer de répondre à cette question et on se rend compte que, comme c'est des modèles probabilistes, on évalue des probabilités d'extinction en fonction de variables aléatoires, en fonction de la survie, en fonction de la taille des portées. On considère, alors ça dépend des modèles, on considère que des fois à partir d'une trentaine d'individus, et surtout avec présence d'au moins 7-8 femelles adultes reproductrices, on peut avoir une population viable. Ce que j'appelle une population viable, c'est une définition bien précise, c'est une population dont la probabilité d'extinction au bout de 100 ans est inférieur à 10%. C'est ce qu'on se fixe habituellement par convention. C'est l'IUCN qui fixe ce critère. Donc voilà, ça donne un ordre de grandeur et souvent on s'accorde à dire qu'il faut au moins une cinquantaine d'individus pour avoir au moins des probabilités d'extinction faibles sur du long terme. Alors, du coup, si on parle d'une cinquantaine d'individus pour éviter cette extinction, cela signifie une concertation avec le public localement pour savoir si oui ou non c'est envisageable sur le territoire et notamment donc les Pyrénées. Il peut y avoir deux stratégies. Après, c'est des décisions d'ordre politique. Soit on considère que la population actuellement est malgré tout dans une dynamique positive et donc l'accroissement propre de la population pourrait permettre d'arriver à un niveau de population suffisant sans réintroduction. Mais on peut également envisager de réintroduire encore quelques individus peut-être pour prendre moins de risques par rapport à l'avenir de cette population. Là, c'est vraiment un dosage de risque que l'on accepte de prendre si on veut réintroduire ou pas. Venons-en à la cohabitation, justement, avec l'homme. Il y a les idées que l'on se fait, il y a la réalité. Est-ce qu'on pourrait faire justement un tableau des idées reçues et puis barrer au fur et à mesure les idées fausses et entourer ce qui est vrai? L'ours est-il un animal dangereux pour l'homme? Alors ça, c'est vrai que c'est un problème qui fait souvent polémique. Potentiellement, il est clair que l'ours peut être dangereux. C'est un animal puissant qui, dans des cas particuliers, peut se montrer agressif. Et ça arrive des fois qu'il y a soit des hommes blessés ou tués par des ours. Donc potentiellement, c'est vrai qu'il peut être dangereux. Parce qu'il a été agressé ou parce qu'il se sent agressé? Non, souvent c'est des situations, alors qu'on a bien identifié, il y a au moins 3 ou 4 situations qu'on connaît bien où on sait que l'ours peut être potentiellement dangereux. C'est un ours qui est dérangé par exemple dans sa tanière, en plein hiver, là, par accident, il peut se montrer agressif. Un ours qui est blessé lors de la chasse, dans certains pays on chasse l'ours, et lorsqu'il est blessé, là il devient dangereux. Et le cas le plus fréquent quand même, c'est une femelle accompagnée de ses oursons de l'année, qui elle, effectivement, dès qu'elle sent ses oursons menacés, peut se montrer agressive. À titre d'exemple, dans les Pyrénées, là, on a identifié, depuis 1996 jusqu'à 2010, on a relevé comme ça 495 rencontres hommes-ours. C'est beaucoup ou c'est peu par rapport aux chiffres des autres pays européens? C'est fonction après de la densité de la population, donc c'est variable selon les pays où il y a beaucoup d'ours. En Scandinavie, où il y a 2500 ours, ils ont beaucoup plus de cas de rencontres hommes-ours, quoi. Mais nous, on a pu se rendre compte à chaque fois, en analysant tous ces cas de rencontres hommes-ours, que les situations où l'ours s'est montré dangereux ou agressif, il n'y a eu que 4 cas, et à chaque fois c'était des femelles accompagnées de l'ourson. Où là elles manifestent, souvent elles font ce qu'on appelle des charges d'intimidation, et ensuite elles s'enfuient, quoi. Et ces rencontres hommes-ours sont toujours lieu dans le milieu forestier. J'imagine que l'ours des Pyrénées ne descend pas encore jusque dans les villages, par exemple?
Non, ça peut arriver que des fois il passe à proximité de villages, comme n'importe quel grand mammifère. Quand il est sur le versant d'une montagne pour aller sur le versant en face, il est obligé de descendre par le fond de la vallée et ça peut arriver qu'il passe à côté de villages. Mais ça se fait de nuit. Mais pas pour s'alimenter, pas pour rechercher une alimentation. Non, c'est simplement, dans ses déplacements, ça peut l'amener à passer à côté de villages, comme font des sangliers, des cerfs, des biches. C'est un phénomène classique pour la grande faune de pouvoir passer à côté de villages. Le nombre d'individus que vous nous citiez, donc actuellement 22, pourquoi pas aller jusqu'à 50 si effectivement on estime qu'il y a nécessité de sortir de cette catégorie d'extinction des espèces, mais cela nécessite aussi une alimentation suffisante pour ces animaux. C'est aussi un des points, un des axes de vos recherches, l'alimentation de l'ours. Enfin, entre autres, il y a plusieurs paramètres qui interviennent. Il faut à la fois que l'animal, au cours de son cycle biologique, il a un certain nombre de besoins. Donc sur le plan alimentaire, il faut qu'il y ait suffisamment de disponibilité alimentaire à toutes les saisons. Et également des zones refuges, des zones pour hiberner, puisque là, il faut des sites assez isolés. Donc c'est l'ensemble de ces caractéristiques qui vont permettre de déterminer un peu la capacité d'accueil d'une population d'ours, quoi. Les paramètres que l'on a actuellement et les modélisations que l'on peut faire à partir des systèmes d'information géographique montre que les Pyrénées ont une bonne capacité d'accueil pour une population bien supérieure à 50 ours. Ne serait-ce que les quelques individus qu'on a eu l'occasion de recapturer, on a constaté une très forte croissance pondérale, donc ça veut dire que c'est des animaux qui s'alimentaient parfaitement, qui étaient en parfaite santé, même s'il y a un nombre limité d'individus, mais ces paramètres-là, et puis la taille des portées est tout à fait similaire à des pays comme en Scandinavie, avec des paramètres similaires, donc tout ça laisse penser que l'habitat est favorable pour l'ours brun. Sur cette question de l'alimentation, l'ours est un animal omnivore, mais alors il est majoritairement quand même végétarien. C'est là aussi un point qui pourrait surprendre. Oui, on a pu analyser, en fait souvent on analyse le comportement alimentaire à partir de la collecte des fécesses. Et donc en examinant le contenu des fécesses, on peut avoir une idée de ce que l'animal a ingéré. Et on constate effectivement que dans la majorité des cas, les items alimentaires que l'on trouve donc dans ces fécesses sont essentiellement d'origine végétale. 70% ? De l'ordre de 60 à 70%, c'est ça. Et 30% à peu près d'origine animale. Et donc aussi là, donc les insectes ? Donc il y a à la fois les insectes, mais il peut y avoir également la faune sauvage et la faune domestique. Donc là, qui est une des pierres d'achoppement par rapport à cette espèce. Merci, la transition était trouvée. Venons-en justement à cette question. Aujourd'hui, les attaques d'ours dans les cheptels ovins sont de plus en plus nombreux. Quel est aussi le regard que vous avez justement sur cette cohabitation avec le pastoralisme ? Alors c'est vrai que c'est le point le plus délicat par rapport à l'objectif de restauration de cette population, puisque le ministère a affiché que un des objectifs majeurs, c'est donc de conserver l'ours brun en coexistence avec les activités humaines, et notamment avec le pastoralisme. Ce qu'on constate, c'est que, globalement, on a eu une augmentation, mais sensible, des prédations, du fait de l'augmentation de la population. On estime en moyenne, à peu près, il y a de l'ordre de 200 à 250 bêtes expertisées et attribuées à l'ours chaque année sur l'ensemble du massif pyrénéen. Qui représente 630 000 têtes. En fait, le cheptel ovin, en période estivale, c'est de l'ordre de 570 000 à 600 000 bêtes présents en montagne pendant l'été. Donc le ratio est assez faible, toujours très important, mais assez faible. Voilà, si on calcule, oui, le ratio, effectivement, c'est très faible. Mais psychologiquement, pour un éleveur, là, on rentre dans un domaine pas toujours rationnel. Pour un éleveur qui, lui, est confronté à des prédations, pour lui, c'est toujours une catastrophe, quoi. Alors, comment peut-on faire pour justement améliorer cette cohabitation et faire en sorte qu'il y ait encore moins de bêtes ? L'objectif, c'est vrai, de toute façon, il y aura toujours des prédations quand on a présence d'un grand carnivore dans une zone où il y a de l'élevage ovin. On aura toujours de la prédation. L'objectif, c'est d'arriver à un niveau minimal, et faire en sorte que ce soit viable pour l'éleveur, viable économiquement. Donc pour ça, il y a quand même tout un panel de mesures de prévention pour essayer de limiter les prédations. L'essentiel repose à la fois sur la présence d'un berger en permanence sur l'estive, sur l'utilisation de clôtures électrifiées, sur l'utilisation de chiens de protection, ce qu'on appelle le patou des Pyrénées, qui était à l'origine sélectionné par les Pyrénéens pour protéger contre les grands prédateurs, pas seulement l'ours. Donc c'est l'utilisation de ces méthodes de prévention, quand on les utilise en même temps, s'avère efficace. Alors c'est vrai que ça impose des contraintes,
par rapport à l'éleveur et au berger qui doit gérer son troupeau un peu différemment par rapport à ce qui se faisait avant. Parce que l'ours, à la base, s'éloigne de l'homme instinctivement, il ne va pas forcément aller... Oui, il fuit la présence de zones... l'homme. Là, on le voit bien dans tous les cas de rencontres, comme je le disais tout à l'heure, avec les rencontres qu'on a examinées depuis 1996. Dans près de 75% des cas, il fuit dès qu'il détecte la présence de l'homme. Donc, il cherche à se tenir à distance par rapport à l'homme. Ouais. Encore 2 questions, Pierre-Yves Quenette. La première, quelles sont les menaces qui pèsent actuellement sur l'ours ? C'est donc son habitat qui pourrait petit à petit être grignoté par la place de l'homme, de par ses activités touristiques, de par ses activités forestières. Quelles seraient encore ces autres menaces potentielles ? Bon, alors je pense effectivement ces menaces par rapport à l'habitat sont toujours présentes, hein, même si je pense qu'on commence à en prendre conscience et à mettre en place des systèmes qui permettent de compenser ou alors de maintenir un habitat favorable. Je pense par rapport aux exploitations forestières, il y a tout un panel de recommandations maintenant qui permettent de limiter l'impact de l'exploitation forestière. Mais il y a toujours les risques de braconnage qui existent, parce qu'on pense notamment en 2009, en 2010, on pense qu'il y a dû y avoir un cas de braconnage sur un des ours, donc ça c'est une source de mortalité qui peut exister. Et puis, comme je le disais tout à l'heure aussi, les caractéristiques propres de cette population fait qu'elle produit également des contraintes par rapport au fait qu'on a un petit effectif de population avec une faible variabilité génétique peut également entraîner des contraintes par rapport à cette population. Donc ça, c'est des propriétés intrinsèques de la population que l'on a actuellement qui peut la contraindre dans son évolution future. Ouais. Dernière question, Pierre-Yves Quenette. Donc ces ours sont dans les Pyrénées, mais les Pyrénées, il y a une frontière avec l'Espagne. J'imagine qu'ils passent aisément la frontière. Quelles sont vos relations justement avec les chercheurs espagnols ? Est-ce que ce sont des recherches qui sont communes ? J'imagine que oui. Oui, tout à fait. Alors là, on a vraiment mis en place, on a un groupe technique là qui regroupe à la fois donc les techniciens espagnols des 3 provinces, également l'Andorre, où on met en place des protocoles en commun pour le suivi de la population. On fixe également des thèmes d'études et de recherche ensemble et on essaye de publier ensemble des articles dans des revues scientifiques. Et ils ont autant d'ours que... Ils ont, en fait, c'est les mêmes ours. C'est les mêmes qui vont aussi bien côté français que espagnol. Donc quand je dis 22 ours détectés, ils sont à la fois détectés côté français et espagnol. Certains sont plus souvent côté espagnol que côté français. Et puis inversement, on a certains individus qui sont plus sur le versant français. Mais c'est vraiment un suivi transfrontalier parce que les individus passent sur les 2 versants régulièrement. Eh bien, je vous remercie Pierre-Yves Quenette de nous avoir donné toutes ces explications et je rappelle à nos éditeurs qu'ils peuvent aller donc sur le site de l'ONCFS pour trouver des informations supplémentaires concernant l'ours et puis également le site du gouvernement puisque le gouvernement a mis en place un site internet consacré à l'ours avec tous les derniers travaux auxquels vous participez activement. Merci à vous d'être venu nous voir et j'espère à bientôt. Merci pour une prochaine émission. Merci.